Nous allons pouvoir commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du jour fixe de l'Union des fédéralistes européens France. Un très très grand merci d'être avec nous ce soir alors que les beaux jours arrivent. Donc, je suis Charles Nonne, je suis porte-parole de l'UEF France et j'animerai la discussion de ce soir. Pour parler de la Hongrie, des élections législatives de ce dimanche 12 avril et des enjeux européens de ce scrutin qui est particulièrement suivi, on a le grand plaisir d'accueillir ce soir Esther Nagy. Donc, bonsoir Esther. Esther est actuellement présidente de la section hongroise de l'Union des fédéralistes européens, membre d'ailleurs récemment réélu du bureau exécutif européen de notre association. Et économiste de formation, tu as également été diplomate au ministère hongrois des Affaires étrangères. Tu es aujourd'hui, entre autres fonctions, conseillère d'arrondissement indépendante, donc sans étiquette, dans le deuxième arrondissement de Budapest, qui, je crois, est situé à Buda, donc sur la rive droite du Danube. Merci encore d'être avec nous, Esther. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Alors, quelques indications sur le déroulement de la soirée qui va en durer environ 1h30. Après quelques mots introductifs, Esther va dresser pour nous un état des lieux de la campagne, des principaux partis en présence, des grands sujets qui ont ponctué le débat public et l'actualité des mois passés. On échangera ensuite sur les grands enjeux du scrutin, les enjeux européens de ce scrutin, la politique qui a été menée ces dernières années par le gouvernement Orban à Bruxelles, ainsi qu'à Moscou et à Washington, et le rôle qu'occupe la Hongrie en Europe et l'Europe en Hongrie, avec une perspective historique. Donc après ces quelques 40 minutes, plus ou moins 5 ou 10 minutes près, on ouvrira le débat et on vous permettra de poser vos questions, des questions concises. N'hésitez pas à la préparer dès maintenant, sachant que pour garantir la meilleure diversité des interventions, on va s'efforcer de donner alternativement la parole aux participantes et aux participants. Donc, juste avant de repasser la parole à Esther et d'entrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte et d'introduction. Donc, vous le savez sans doute déjà, la Hongrie, c'est une république parlementaire située en Europe centrale qui compte environ 10 millions d'habitants. Elle a connu plusieurs événements marquants dans l'histoire européenne, du printemps des peuples de 1848 à l'insurrection de Budapest en 1956. C'est notamment en Hongrie qu'a eu lieu l'une des toutes premières brèches dans le rideau de fer lors de ce qui s'appelle le pique-nique pan-européen à la frontière austro-hongroise en août 1989, ce qui préfigurait à l'époque la fin de la guerre froide. La Hongrie a, depuis la chute du pacte de Varsovie, été historiquement très très pro-européenne. Elle a longtemps valu comme étant un modèle pour l'intégration européenne. C'est un sujet qui a longtemps fait l'objet d'un très large consensus national. Elle a très très tôt initié puis conclu les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Elle a montré une capacité remarquable à adapter le droit hongrois au droit communautaire européen en vue de son adhésion qui a été effective le 1er mai 2004. Elle a ensuite rejoint l'espace Schengen en 2007 et elle doit encore adopter l'euro. Donc c'est aujourd'hui un membre, bien sûr, à part entière de l'Union européenne, ainsi que d'autres forums de coopération comme le groupe de Visegrad, qui réunit, outre la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Donc, ce week-end, les électrices et les électeurs hongrois se rendent aux urnes pour les 10e élections législatives depuis 1990. Le Premier ministre sortant, Viktor Orban, et son parti, le Fidesz, sont au pouvoir depuis 2010, d'ailleurs en coalition avec un petit parti chrétien-démocrate qu'on oublie parfois, le KDNP. Donc désormais, je vais laisser la parole à Esther pour faire un premier état des lieux. Donc commençons avec cette question simple. Esther, quel est l'état de la campagne aujourd'hui? La parole est à toi et je vais partager ta présentation. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction très entière, très complète. Et puis, en attendant que tu partages le PPT, oui, je voulais aussi donner un petit résumé de ce régime Orban qui dure déjà depuis 16 ans. Donc, Orban a été au pouvoir pour la première fois entre 98 et 2002. Mais à cette époque-là, il n'a pas eu la majorité constitutionnelle. Donc, ses pouvoirs étaient un peu limités. Mais on a vu déjà quelques signes que ça ne, qui n'étaient pas trop favorables. Mais le régime Orban, on compte depuis 2010. Là où ils ont gagné ensemble avec KDNP, avec des chrétiens démocrates, comme Charles vient de dire, une majorité constitutionnelle et ils n'ont pas perdu temps de changer presque tout le système de la vie politique hongroise. Et puis, si tu veux démarrer, parce que je pense que
Il y a le texte qui va venir. Oui, c'est c'est le titre. D'accord. Donc, oui, attends, oui, c'est ça. Donc, un peu un résumé de ces 16 ans. Je voulais juste vous montrer parce que pour montrer la qualité systématique de de ce régime, de ce pouvoir. Donc, la première 4 années, les premières 4 années étaient la restructuration complète de la vie politique. Donc, ils ont tout de suite fait une nouvelle constitution. Ils n'ont pas eu besoin de consulter personne d'autre. Ayant cette majorité constitutionnelle, ils ont fait une constitution unilatérale, disons, donc qui l'ont introduit très très vite. Et aussi, ils ont fait une nouvelle loi électorale, une nouvelle loi pour les médias, et on souffre toujours les conséquences. Donc, c'était les premières lois les plus importantes pour changer complètement la vie politique hongroise. La deuxième phase, c'était la restructuration dans la vie économique. Orban nous a parlé qu'on a besoin des capitalistes hongrois, donc c'était ces oligarques. Donc, on doit reprendre les les positions top de l'économie par les Hongrois. Donc, il y avait des attaques aussi contre les compagnies, les entreprises multinationales. Par exemple, Sodexo était aussi en Hongrie. Il y avait quelques compagnies françaises qui ont été euh, envoyées du pays et quelquefois avec des méthodes un peu redoutables. Donc, c'était de 14 à 18. Après, de 18 à 2022, c'était l'urbanisation de la vie culturelle et de l'éducation. Euh, Ils ont créé des organismes, des institutions pour la vie culturelle et ils n'ont donné pas du tout d'argent aux indépendants. Donc, disons au théâtre ou aux directeurs indépendants. Donc, il y avait des films financés avec des milliards qui ont été des films de régime, disons, donc qui ont été subventionnés fortement, mais les indépendants, ils n'ont rien plus reçu. Et c'était aussi le moment où ils ont transformé les universités en fonds publics, qui a résulté finalement qu'on a perdu la possibilité de participer dans les programmes Erasmus et Horizon aussi. Et donc, les universités ont perdu cette statut d'État. Et puis, la phase finale, c'était Orban sur la scène globale. Vous vous souvenez peut-être, en 2024, la Hongrie a donné la présidence tournante de l'Union européenne et c'était le moment où Orban a fait un petit tour du monde. Il a visité Chine, la Russie, il a visité Trump et il s'est présenté en tant que président de l'Union européenne. Donc, il a un peu provoquer une résistance et vraiment des questions sur son rôle. Et puis le support de Moscou avec la politique de veto, ça vous connaissez très bien, et aussi des attaques verbales contre l'Ukraine qui caractérisent cette période. Et aussi, on voit toujours le soutien et l'amitié avec Trump, avec Donald Trump. Si on passe, oui, c'est le résultat un peu de la loi du média, de la nouvelle loi du média. Si vous, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la presse indépendante n'occupe plus que 23, un peu autour de 23% des revenus. Euh, C'est-à-dire que la majorité de la presse est occupée est contrôlée par le gouvernement et il utilise cette pouvoir pour diffuser de la propagande, presque entièrement. OK, on peut passer. Et il y a une curiosité en Hongrie. On a des campagnes d'affichage. Je ne sais pas si vous êtes au courant. De temps en temps, bon, dernièrement, continuellement, on voit des grands affiches
anti-européenne et anti-Ukraine. Et auparavant, c'était anti-migration, anti-Soros, George Soros, qui est un grand euh, ennemi d'Orban. Et donc, je voulais vous montrer juste, bon, il y a trois aspects qui sont très troublants de ces campagnes d'affichage. Premièrement, c'est financé par l'État, donc de notre taxe. Donc, ce qu'on paye pour les services, c'est financé par ça et c'est toujours de la publicité pour le Fidesz. C'est une média push, disons, on ne peut pas éviter. C'est partout dans le pays, devant les écoles, on voit les voix partout et ça diffuse de la haine. Donc, on ne peut pas éviter ces messages. Et en plus, c'est de la propagande russe majoritairement et ce sont des fausses nouvelles qui sont publiées partout dans le pays. Et je voulais vous montrer juste quelques exemples. C'est pourquoi j'ai préparé un peu des images aussi pour vous montrer ce que nous voyons juste ces 2 dernières années. Et donc, par exemple, ce premier, c'est Ursula von der Leyen, si vous reconnaissez, c'est la présidente de la commission qui joue poupette, comment ça se dit, qui joue Marionnette. de la marionnette et avec les politiciens d'opposition. Donc c'est elle et ça se dit que on ne doit pas on doit protester contre l'augmentation des taux des taxes parce que c'est Bruxelles. Oui, c'est ensemble pour la guerre, ça se dit. Ursula von der Leyen dit plus d'armes. Zelensky et Peter Magyar, vous voyez au milieu, c'est augmenter les taxes. Et aussi une personne de Tissa Party qui a l'affiche pour le service militaire obligatoire. C'est intéressant de voir si juste il y avait une photo de Zelensky qui avait 6 doigts. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une preuve pour l'utilisation de AI, de l'intelligence artificielle, et ce n'est pas très bien fait parce que avec AI, on a très souvent ces fautes-là qu'on peut voir sur cette affiche. Et si tu vas, oui, c'est Peter Magyar avec Zelensky, comme deux œufs, ça se dit, et il appelle Peter Magyar le Zelensky hongrois. Et ça, c'était une consultation, et ça dit que on ne doit pas laisser qu'il décide au-dessus de nos têtes. Et donc, Manfred Weber, vous voyez tout en haut, et naturellement Ursula von der Leyen et Zelensky. Et donc, c'était une référendum, soi-disant, pas vraiment un vrai référendum, mais c'était une publicité contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, et c'est ça, encore une fois, Manfred Weber, Ursula von der Leyen et Zelensky, et ça dit que si l'Ukraine serait admise dans l'Union européenne, ce sera nous qui devrons payer pour ça. Et vous voyez, les images sont vraiment très, très, les pires images possibles qu'on peut avoir. Esther, si je peux faire une toute petite interruption, il me semble en plus qu'une grande partie de ces affiches sont en fait financées par le budget de la communication du gouvernement hongrois ou alors par des sociétés dont la structure ou l'origine n'est pas toujours connue. Oui, ce sont des gongos de soi-disant, les soi-disant NGO, mais soutenus par le gouvernement. C'est ça, exactement. Merci. Et il y a encore quelques images. C'est la fameuse toilette en or. Et ça dit que eux, ils dépensent cet argent pour une toilette en or et notre argent. C'est ça. Et ce qui est marrant avec cette toilette en or, c'est que un an plus tard, on a révélé que le président de notre banque centrale
a fait créer une toilette pour 30 millions de forints dans l'édifice de la Banque centrale. Donc, ils ont presque créé cette toilette d'or, en or parce que c'était tellement cher. Et donc, ça a un peu retombé sur ses têtes, cette affiche. Oui, c'est aussi assez récent. C'est Peter Moyal qui dit euh, oui à tout ce que Ursula von der Leyen dit. Ursula von der Leyen dit ici, il faut augmenter les taxes. Et lui, il dit oui, bien sûr. C'est encore une fois, on envoie un message à Bruxelles, on ne va pas payer. Et c'est la même chose, c'était une consultation. Et puis, c'est vraiment, pour moi, c'est le pire de tout. C'est Peter Moyal qui est présenté ici avec double visage. C'est-à-dire qu'il a fait un accord avec Bruxelles qui signifie l'Union européenne, mais il cache là. Donc, il montre une face hongroise, soi-disant, mais en réalité, c'est Bruxelles qui représente. Donc, je trouve vraiment abominable. Et si je me souviens bien, en plus, Esther, donc cette image qu'on peut voir en bas à droite, elle est tirée d'une bande dessinée qui a été donc publiée par un éditeur proche du gouvernement, qui est sorti dans plus ou moins toutes les grandes librairies qui d'ailleurs appartiennent à des proches du pouvoir, en marge d'une réduction généralisée au niveau national sur les prix de toutes les bandes dessinées. Exactement, exactement. Donc, c'est fini avec les affiches, je pense. Et donc, je voudrais juste vous dire un petit résumé, vous donner un petit résumé de l'histoire de Peter Magyar que vous venez de voir sur les affiches. En fait, il était membre de Fidesz, du parti Fidesz, et il est l'ex-mari de l'ex-premier ministre, l'ex-ministre de Justice, Katalin Varga. Et la sortie de Peter Magyar est venue après un scandale des grâces en février 2024. Euh, En 2023, le pape est venu en Hongrie. Et à cette occasion-là, la présidente de la République a gracié des criminels. Et ben, c'était en secret. On ne savait pas qui étaient ces vingtaines de criminels qui ont été graciés. Et puis, un an plus tard, euh, très accident, très, au hasard, c'est devenu public qu'il y avait une personne qui était une aide d'un directeur pédophile d'un orphelinat. Et ça causait un tellement... bon, les Hongrois étaient très fâchés et bouleversés par cette nouvelle. Et ils ont sorti dans la rue et une semaine plus tard, la présidente de la République et l'ancien ministre de Justice démissionnent. Et comme cette ministre était l'ex-femme de Peter Magyar, c'était le moment où Peter Magyar avait la possibilité de quitter Fidesz, en fait. Et il fait un entretien, un interview dans une chaîne YouTube qui s'appelle Partizan, qui est une chaîne indépendante. Et cet entretien d'une heure et demie a été vu par 2,8 millions de gens. Et c'était là où sa carrière en politique, en tant que politicien d'opposition commence. Et aussi, il y avait une sorte de vacuum, je ne sais pas si vous comprenez, vacuum, à cause de l'incompétence des anciens partis d'opposition. Donc, les gens on en avaient marre que les anciens partis d'opposition ne pouvaient rien faire contre Fidesz. Donc, il y avait une opportunité historique, soi-disant, pour lui, pour sortir. Et ici, sur ce tableau, vous voyez l'apparition de Tissa parce que, en fait, ils devaient trouver une partie qui existait déjà parce que ça dure très longtemps de fonder un parti.
Et donc, ils ont trouvé un petit parti et ils ont surnommé ce parti. Et ils ont fait une campagne très, très forte. Et en 3 mois, ils ont réussi d'avoir 30% aux élections européennes. Donc, c'est pourquoi il y a des députés, des membres de l'Union, de Parlement européen, de TISA. Mais il y avait très peu de temps, donc pour les élections municipales qui ont été tenues au même moment avec les élections européennes, ils n'ont pas eu l'occasion de trouver des candidats, donc ils sont présents juste dans le Conseil de Budapest. Un tiers, ils ont obtenu là-bas aussi, mais c'était quand même un peu miraculeux en 3 mois atteindre un tel résultat. Et vous voyez aussi, vous voyez aussi que depuis un an environ, TISA mène les sondages au-dessus de Fidesz. Ok, on peut passer. Tout dernièrement, il y a beaucoup de scandales qu'on voit. C'est un ancien inspecteur capitaine de police qui a lutté contre cybercrime, justement contre la pédophilie en ligne. Et quand il a réalisé que les services d'État, des services secrets d'État, voulait utiliser son département, donc ce département qui luttait contre cybercrime, ils ont demandé de faire une investigation contre deux informaticiens qui avaient des liens avec TISA. Et donc, il a commencé à adresser la parole au public quand il a réalisé que les services d'État sont utilisés contre ce parti d'opposition. Et finalement, une fois, il y avait une leaking, je ne sais pas comment tu dis, Une euh, fuite. comment? Une fuite. Une fuite de données, en fait, de données de personnes qui ont qui avaient sur le portable cette application de TISA. Donc, il y avait une fuite de données personnelles l'année dernière. Et c'est autour de cette période-là qu'il a réalisé que son département a été utilisé pour ce but au lieu de leur travail propre. Et il est devenu très célèbre, mais il a été immédiatement démissionné de la police. Et au lieu de faire une investigation sur les faits qu'il venait de dire, ils ont commencé une investigation contre lui et donc il ne travaille plus pour la police. Excuse-moi Esther, si je me souviens bien, cette question des fuites, donc en fait, des milliers et des milliers de personnes qui utilisaient l'application du parti TISA, dont les noms ont été rendus publics, et ensuite, il y a eu des campagnes de, si j'ai bien compris, si mes souvenirs sont bons, de diffamation, de dénigrement par le gouvernement envers des fonctionnaires, des médecins, Oui. qui étaient même des analystes politiques qui avaient téléchargé l'application pour des raisons professionnelles pour la suivre et qui ensuite ont été considérés comme des laquais de ce parti TISA. Mhm. Oui, et en plus, le gouvernement a toujours essayé de mélanger l'Ukraine là-dessus. Donc, ils ont dit qu'il y avait une interférence de l'Ukraine, qu'il y a une espionnage de l'Ukraine et toutes sortes d'histoires qui se contredisent aussi. Donc, c'était vraiment une histoire assez compliquée, mais tout à fait ciblée contre ce parti d'opposition. Et juste ce mars, il y avait un documentaire qui est sorti, dont le titre est Vent de printemps, qui montre, qui était préparé, qui était fait par des directeurs indépendants. Et ça montre un peu le chemin de Peter Modior, parce que pendant ces 2 dernières années, il a fait le tour de la campagne. Il a rencontré des milliers de gens. Il a fait, en fait, il a toujours
cibler la campagne parce que, comme vous savez, les grandes villes sont plutôt libérales. Aussi, Budapest est très libérale. Mais nous, on a 2 millions d'habitants ici à Budapest et à la campagne, il y a 8 millions d'habitants. Donc, si on est contre Orban, ça ne suffit pas. Et pendant toutes les élections depuis 2010, Budapest a été contre Orban. Mais ce n'était jamais suffisant. Et c'est ce qu'il a bien compris. Et donc, il a toujours, il est parti à la campagne et il a fait beaucoup de réunions, des démonstrations à la campagne. Une fois, il est allé à pied à Nagyvárad, à Oradea de Budapest, pour montrer que il est aussi pour les Hongrois en Roumanie, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les Hongrois qui vivent en Roumanie, ils ont le droit de vote pour le Parlement hongrois. Et c'est quelques centaines milliers c'est quelques centaines mille votes pour Orban, parce que c'est Orban qui a donné ce droit de vote à eux. Donc, ils sont pro-Orban. Il a essayé ça aussi, mais ce film montre vraiment l'effort et l'énergie qu'il a, qu'il a investi dans ce projet. Et juste à nouveau une petite parenthèse, excuse-moi Esther, sur la question des minorités hongroises, donc des pays limitrophes de la Hongrie, type la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie et la Roumanie. Il me semble aussi que au-delà du fait de donner la nationalité à ces minorités, c'est aussi utilisé comme une plateforme un peu idéologique par Orban. Et je crois qu'il y a tous les ans une université d'été qui a lieu en Transylvanie, donc en Roumanie, au cours de laquelle Orban traditionnellement vient pour y rencontrer les leaders hongrois locaux et présenter un petit peu ses idées et sa doctrine. Et je crois que c'est même à cette occasion qu'en 2014 ou 2013, il a théorisé l'illibéralisme. L'illibéralisme exactement. Et en fait, c'est le discours d'Orban à Tusványos, c'est en Roumanie, comme tu viens de dire, exactement. Et c'est le plus grand discours du Premier ministre hongrois qui est, qui est donné en Roumanie sans consulter les Roumains, en fait. Donc, c'est aussi un peu paradoxal pour nous. Pourquoi faut-il aller en Roumanie pour donner le grand discours chaque année? Mais c'est vraiment l'habitude d'Orban. Et puis, une dernière événement, c'est juste cette semaine, c'est passé, J.D. Vance est venu à Budapest pour soutenir Orban, qui est assez extraordinaire, je trouve, parce que normalement, ce n'est pas habituel de se mêler dans une campagne électorale d'un autre pays. Mais Orban l'a fait plusieurs fois, donc Orban a toujours soutenu Trump même quand il n'était pas encore élu, donc il n'était que candidat. Et puis, c'est aussi peut-être un geste de la part des Américains. Mais le problème, c'est que Orban aurait voulu Donald Trump à Budapest, ou bien encore même, il aurait voulu faire un rencontre avec Poutine et Poutine et Trump à Budapest pour faire une négociation de paix ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'il a reçu, c'était juste J.D. Vance. Et le problème avec ça pour Orban, c'est que les Hongrois ne connaissent pas vraiment J.D. Vance. Ils connaissent plutôt, il connaît plutôt Trump. Et donc, finalement, il n'est pas venu. Évidemment, il a d'autres problèmes, comme vous le savez. On le sait, il y a des gros problèmes au Moyen-Orient à ce moment-là. Et juste une dernière image, c'est une toute dernière estimation qui est sortie aujourd'hui. Et en fait, Median est un sondeur qui donne chaque fois des résultats ou bien des estimations très proches du résultat. Et donc, c'était un peu imprévu parce que normalement, on ne s'attend pas à un deux tiers majorité pour Tissa, mais ce sondeur dit justement aujourd'hui qu'il y a une probabilité
que TISA va obtenir plus que deux tiers majorité au Parlement. Et vous voyez Fidesz bien diminuer et le vert, c'est Mihozank, c'est une petite partie extrême droite qui pourrait entrer en coalition avec Fidesz. Et il y a un seul bleu, c'est la nationalité, la minorité roma, la représentante de la minorité roma, mais il est considéré en tant que Fidesz député parce qu'il vote toujours la même. Donc, c'est tout pour moi, de ma part, en résumé, et j'attends vos questions. Il y a évidemment plein d'autres choses dont on pourra parler, mais je suis curieuse aussi à voir vos questions. Merci beaucoup Esther pour ce panorama très large et exhaustif qui, je pense, soulève beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions, à lever la main. Assurez-vous que vos questions soient relativement concises, relativement. Et bien sûr, l'idée est d'alterner entre une question d'une participante et une question d'un participant. On peut même commencer par un participant. Je vois déjà que Gérard a levé la main. Alors, pour te griller la priorité, je vais quand même un tout petit peu euh, élargir la focale et peut-être parler d'Europe avec toi, Esther, pour avoir une première indication de la place que l'Europe a occupé dans le débat public au cours de ces élections, puisque la Hongrie a quand même eu une place particulière à Bruxelles depuis 16 ans et en particulier depuis 10 ans, notamment beaucoup de difficultés liées au détournement de fonds européens qui auraient en grande partie alimenté la construction voilà, d'un État dans l'État et l'enrichissement de plusieurs monopoles aux mains de proches du Fidesz. La Hongrie, c'est devenu l'État le plus corrompu officiellement de l'Union européenne. Orban a utilisé de façon très systématique le veto ou la menace de veto pour parvenir à ses fins, entre autres questions, et en plus de ce que tu as mentionné au début de ta présentation. Donc, au-delà des affiches, des posters et de la communication officielle du gouvernement et du Fidesz, à quel point est-ce qu'on a parlé d'Europe, en fait, et notamment de ce qu'était l'Union européenne ces derniers mois? C'est intéressant parce que, bon, les affiches disent beaucoup de choses. Bon, pas beaucoup de choses, mais les affiches démonisent la présidente de la commission. Et en fait, quand Orban s'exprime avant les sommets européens, il dit de temps en temps qu'il va lutter en Europe. On ne sait pas pour qui et pourquoi veut-il toujours lutter. Mais c'est un peu la logique des leaders populistes. Ils ont besoin d'un ennemi. Donc, comme Orban, il est au pouvoir depuis assez longtemps, il a besoin de lutter contre quelqu'un. Et l'Union européenne est un cible très euh, très bien, très bon, parce que ils ne répondent pas, ils sont assez souples, bon, ils ne se défendent pas, pas trop, et il faut souligner que la représentation de l'Union européenne ici en Hongrie est, est menée par une personne qui était ancien membre de Fidesz, parce que c'était le gouvernement qui envoie des gens à la commission et puis, il y a une précondition que la personne doit parler le hongrois qui est envoyé ici. Et donc, c'est un Hongrois qui est envoyé ici et qui ne fait pratiquement rien. Donc, je pense que ce n'est pas une très bonne pratique. Mais en tout cas, cependant, la majorité des Hongrois sont toujours favorables à l'Europe, à à notre place, à la Hongrie en tant que pays membre de l'Union européenne. Et c'est vraiment intéressant qu'on supporte toujours l'Europe majoritairement. OK, ça diminue un petit peu, mais ces affiches n'ont pas un effet aussi bien qu'il aurait voulu, je pense.
Très bien, merci beaucoup Esther. Donc après avoir un petit peu ouvert cette focale européenne, on va pouvoir échanger plus largement avec les participantes et les participants. Donc je vais donner la parole à Gérard qui attend très patiemment et je l'assortis d'un petit rappel aux participantes à ce jour fixe de ne pas hésiter à lever la main et à préparer des questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Gérard. Merci beaucoup pour ce panorama très intéressant et surtout ces derniers sondages qui nous donnent plein d'espoir. J'espère qu'il se confirmera. À ce propos, justement, si Tissa gagne les élections, je voudrais avoir quelques informations sur le programme. Moi, j'ai lu dans la presse française que quand même certains éléments de son programme n'étaient pas si différents que ça du Fidesz, en particulier sur les relations avec la Russie, la volonté toujours d'avoir du gaz russe, pas vraiment un grand support pour l'Ukraine, aussi un conservatisme social encore très important. Donc je voudrais avoir des éclaircies sur le programme de Tissa. Mhm. OK, merci vraiment pour cette question parce que je pense que c'est très important de voir que dans la narrative publique ou dans le discours public en Hongrie, c'est très difficile d'atteindre aux plus larges majorités contre Fidesz. Donc, j'avais toujours l'impression que Péter Magyar a essayé de ne pas diviser l'opinion publique. C'est pourquoi, quand on a eu le Pride l'année dernière, qui était le plus grand depuis le début, donc il y avait 300 000 personnes au Pride de Budapest. Il ne s'est pas exprimé en supportant le LMBT, la communauté LMBT, parce que il pensait peut-être que pour la population à la campagne, ça ne serait pas un sujet très attractif, disons. Et aussi, il dit que cette barrière au sud de la Hongrie avec la Serbie doit rester. Donc, pour moi, c'est une critique, hein. Je voudrais bien le critiquer aussi parce que je pense que cette barrière ne sert à rien. Et donc, il ne veut pas non plus des immigrants illégale en Hongrie. Bon, donc il y a quand même un discours public où il doit entrer et puis il n'a pas voulu confronter trop ses idées. Mais pour le support d'Ukraine, il est allé en Ukraine et a emporté une aide humanitaire, quelque chose. Mais il est un peu, il ne supporte pas non plus les donations d'armes ou je sais pas, mais c'est aussi un sujet un peu difficile en Hongrie, si vous voyez toutes ces affiches et toutes ces idées. Mais pour le gaz russe, euh, il y a une réalité que le gouvernement d'Orban n'a même pas essayé de diversifier. Donc, on est dans une situation où ça prend du temps. Mais le désigné ministre de l'économie, il est István Kapitány, il est l'ancien chef adjoint de Shell. Et lui, il veut bien diversifier et tout le monde comprend que la diversification n'a pas d'alternative. Et justement, pour ce pipeline problème qu'on a, je sais pas comment vous appelez en France, si c'est Drujba ou l'amitié, je sais pas, où il y a Les deux, hein, je pense qu'on les dit, deux. je parle sous le contrôle des collègues, on dit Drojba et on traduit Oui, par parce l'amitié. qu'au lieu de diversifier, ce qu'Orban a fait, il a augmenté la proportion de notre gaz russe, par exemple. Donc, c'était juste au contraire des intérêts hongrois. Mais donc, juste en résumant, je pense que ça reste à voir après les élections et je suis plutôt optimiste que ça va changer et ça va être plus européen.
Merci beaucoup. Donc, petit rappel pour poser une question. Vous avez théoriquement sur votre interface Zoom un petit bouton réagir hein, orné d'une silhouette de cœur hein, avec ensuite une option lever la main sur laquelle vous pouvez cliquer et décliquer à volonté. Et je vois d'ailleurs une main levée au niveau de l'UF Île-de-France. Entre, Oui. ok. Ah, Si Esther, entre-temps, tu veux dire quelque chose, oui, oui, vas-y je Esther. vois une question dans le chat et je ne sais pas si je peux répondre, juste quelques phrases. Oui, bien sûr. Jean-Marie Deno a posé cette question. Oui, évidemment, l'Union européenne a trop attendu avec des réactions. À partir de 2010, on a, bon, après 2004, on n'a pas eu encore l'entière support européen, donc c'était graduellement élevé jusqu'au à la somme entière. Et puis, Orban, pendant une dizaine d'années, pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et donc, je pense que c'est à cause de ce retard que l'Union européenne avait avec la réaction et avec justement ce mécanisme de l'état de droit qui est venu, je pense, en 2022. Corrige-moi, Charles, si je le Je crois que le rapport Sargentini du Parlement européen qui a déclenché la procédure d'article 7, c'était en Oui, 2018. mais la procédure de l'article 7, ça n'a pas fonctionné du tout. Mais C'est bloqué. c'est bloqué, mais ce mécanisme pour retenir les fonds européens, Ça doit être 2022, effectivement, oui. oui, c'est Oui, tout à fait. 2022. Et Orban pouvait s'en servir pour développer les oligarches. Ils ont acheté d'entreprises de presse. Ils ont acheté beaucoup de choses. Donc, il avait beaucoup d'argent pour faire tout ce qu'il voulait et qu'il n'y avait pas de contrôle. Ouais, très bon réflexe, Esther. Merci d'avoir regardé les questions dans le chat. Si personne ne lève la main, effectivement, on regardera progressivement les questions qui ont été posées sous format écrit. Là, c'était notamment Jean-Marie Desnaux qui indiquait que des restructurations comme celles qui ont eu lieu pendant le premier mandat d'Orban ont dû avoir lieu en raison de dysfonctionnements qui ont peut-être réduit la confiance de la population envers l'Union européenne. Et donc Esther y a répondu, merci. Je crois que nous avons maintenant l'UEF Île-de-France en ligne pour une question. Et je pense que l'UEF Île-de-France a un problème de micro, ou en tout cas ne se manifeste pas. Très bien. Il semblerait que la connectivité à Paris soit plus limitée qu'à Strasbourg ou à Budapest. Donc en attendant, je vais passer le micro. Je crois qu'il y avait aussi une question à Aix-en-Provence. Oui, bonjour, Sébastien Dex. Moi, je suis content de voir l'optimisme du sondage qui permet d'espérer de sortir du tableau orwellien. Une question naïve, est-ce que Orban aurait la capacité de garder le pouvoir de type coup d'État ou comme ce qu'on peut craindre aux États-Unis éventuellement? Bah, c'est une très bonne question. On a tous peur de ça aussi. Comme la Hongrie n'est plus considérée une démocratie et comme je viens de dire que quelques autorités, quelques services d'État sont utilisés justement contre le parti d'opposition. On a aussi un peu peur de ça, qu'il peut y avoir peut-être des méthodes ou des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais en fait, par exemple, il y avait une sorte d'attentat, c'est trop de dire d'attentat, mais ils ont trouvé quelque chose en Serbie, une sorte de bombe qui n'a pas explosé, et puis ils ont essayé de créer une narrative
que les Ukrainiens essayent de nous attaquer, disons, notre énergie, notre système d'énergie. Mais oui, on ne sait pas parce que jusqu'ici, Orban n'avait pas besoin de tricher euh, au jour de l'élection. Il a triché tout le temps, donc avec les médias, avec les affiches, avec les dons, par exemple. Ils ont acheté des votes aussi de la population très, très pauvre à la campagne. Euh, c'était on savait qu'une vote coûtait de 5 000 à 20 000 forints à la campagne. Des gens, des privés qui n'ont pas d'argent pour acheter, pour manger. Mais pour le jour d'élection, c'était tout déjà fait. Donc, il n'avait pas besoin et on vote sur papier. Donc, il n'y a pas de possibilité de voter en ligne ou électroniquement. Donc, c'est une sorte de sécurité, à mon avis. Euh, mais on ne peut pas exclure. On ne peut toujours pas exclure. Donc, j'ai des amis qui m'appellent, qu'ils ont toujours, euh, qu'ils ont peur de ça. Donc, ça reste toujours à voir dans quelques jours. Si je peux faire aussi un petit ajout, si tu me le permets, Esther, sur ce sujet, je crois que c'est effectivement important de réaliser que la situation est différente en Hongrie par rapport à celle d'autres États euh, hors de l'Union européenne qui, eux, ont plus tendance à commettre des infractions le jour des élections, à bourrer des urnes et autres. Et il y avait notamment lors des précédentes élections législatives en 2022, une configuration très différente de celle de 2026, puisqu'en 2022, il y a eu une coalition extrêmement large, allant plus ou moins de la gauche à la droite conservatrice anti-Orban, et qui a réussi à dépêcher des observateurs, des observatrices dans tous les bureaux de vote, en se disant, bon, on va sûrement voir des irrégularités. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ensuite ont donné des interviews, qui représentaient l'opposition dans les bureaux de vote et qui ont expliqué on a été très bien traités, il y a eu très très peu d'irrégularités et très peu de problèmes, simplement les gens arrivaient, entraient directement dans le bureau de vote et demandaient ouvertement quel est le bulletin pour le Fidesz, où est-ce que je dois mettre ma croix sur le bulletin, et qui ensuite réalisaient que le vrai travail voilà, pour prévenir les irrégularités, ça devait se faire bien plus en amont et qu'à ce stade, les élections, la démocratie était imparfaite, mais le système électoral l'était encore, ou en tout cas le déroulement des élections. Voilà, très bien. Excusez-moi pour cette légère digression. Donc, dans l'ordre, je crois que l'UEF Île-de-France va faire une nouvelle tentative et ensuite on prendra Aix et puis Françoise. Est-ce que la connexion est rétablie avec Paris? Attendez, Ou il est-ce- paraît qu'il faut faire un petit zoom. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous nous entendez ou pas du tout? C'est bon, Paris est Non, pas du sorti tout. de la diagonale du vide. Ah, super. Super. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une question c'est bien que les questions soient posées dans cet ordre-là, sur l'état de la société civile aujourd'hui en Hongrie. Et Esther, comment toi tu vois les travaux à mener pour pouvoir reconstruire aussi la démocratie après toutes ces années d'un régime illibéral? On voit qu'en Pologne, ça a été un peu compliqué. Peut-être qu'en Hongrie, soit ça a mieux tenu, soit c'est encore pire. Mais comment tu vois les choses par rapport à ça? Merci. La situation, merci Chloé pour cette question. La situation est beaucoup pire qu'en Pologne parce que la Pologne avait une durée plus courte de l'illibéralisme, disons. Donc, c'est 16 ans, c'est très long. Et comme je vous ai montré, c'était aussi un travail systématique de destruction du système démocratique. Et puis, je pense que ça va durer sûrement quelques années, absolument. Mais il y a une différence aussi avec la Pologne parce que nous, on n'a pas un système présidentiel.
C'est-à-dire le président de la République n'a pas le pouvoir de bloquer les choses, comme en Pologne. Donc, avec une majorité constitutionnelle, ils auront la possibilité de changer pas mal de choses. Mais ce qui est bien, c'est que Peter Moyar dit que, par exemple, la Constitution ne peut pas être faite dans un an ou dans 6 mois. Et donc, il a déjà dit qu'il veut faire des consultations, donc il veut inclure les différents acteurs, les différents acteurs de la société et aussi de la société civile. Donc, on est, on est un peu optimiste, mais je sais bien que ça va durer et c'est un peu, bon, euh, on a, ça nous laisse à voir ce qui va se passer après s'ils ont une majorité constitutionnelle et beaucoup ont peur que le cas de Fidesz peut reproduire. Qu'une sorte d'autoritarianisme, d'illibéralisme. Mais je pense que les gens ont tellement marre, avaient déjà tellement marre de ce régime ils ne vont pas laisser que ça mène dans cette direction. Donc, je pense que les supporters, les fans de Peter Magyar, ils ont des espoirs très, très forts d'un chemin démocratique ou redémocratisation. Très bien, je crois que Aix-en-Provence souhaite également intervenir. Oui, bonjour, Catherine de Aix-en-Provence. Merci pour Esther pour ces informations très claires. J'ai deux petites questions. La première est compte tenu de la grande proximité de Orban affichée avec Trump et même Poutine, est-ce que ça a eu plutôt des effets négatifs sur la popularité d'Orban, compte tenu évidemment maintenant de la guerre au Moyen-Orient, ou est-ce que ça a été sans effet, ou au contraire, ça a des effets positifs sur la popularité d'Orban, qui aurait bien su jouer la carte jouer dans la cour des grands, quoi, on va dire. Voilà. Et ma deuxième question concerne le commissaire actuel euh, de la Hongrie à Bruxelles. Donc, je crois que il est en charge de la santé, Oliver Verari. Qu'est-ce qu'il va Pareil. devenir? Voilà. Est-ce qu'il va être, si jamais il y avait l'élection de Peter Magyar, est-ce qu'il va changer ou est-ce qu'il va en nommer un autre ou est-ce qu'il continue? Et Hmm. quelle est la conséquence pour la Hongrie? Voilà, merci. Mhm. Euh, je commence par la deuxième question. Je pense que le commissaire hongrois va rester parce que c'est la commission qui a été créée après les élections. Donc, je pense qu'il n'y a pas de possibilité pour le changer, même s'il était très loyal à Orban. Euh, mais bon, je pense que non. Je pense que ça va rester comme ça. Pour la popularité d'Orban et la guerre au Moyen-Orient, il faut avouer ou il faut savoir que la population, les Hongrois, ne sont pas vraiment bien informés de la vie, des actualités globales, disons. C'était déjà une tendance avant Orban que les nouvelles du monde, de l'Europe, se sont toujours diminuées, disons. Et ce que Orban a fait, cette sorte de comment dire, qu'on- que les Hongrois doivent avoir peur de tout ce qui est européen, de tout ce qui est migration, de tout ce qui vient de dehors. Donc, c'est une sorte de renfermement, ou je ne sais pas si c'est compréhensible. Et c'est un peu aussi, la majorité des Hongrois ne parlent pas beaucoup de langues étrangères. Donc, le hongrois est une langue un peu rare. Donc, euh,
les gens ne s'informent pas bien des choses qui se passent dans le monde. Et justement, c'est pour ça, je pense que la guerre au Moyen-Orient n'a pas autant d'effet. Euh, l'amitié ou la proximité à Poutine est toujours expliquée par Orban qu'on a besoin d'énergie et c'est les Russes qui peuvent nous fournir de l'énergie. Et c'est parce qu'on a besoin des prix basses, qui n'est pas vrai non plus parce que on n'a pas spécialement bon, l'énergie coûte aussi ici, donc c'est pas vraiment vrai, c'est pas absolument vrai. Et Trump, Orban a besoin de cette euh, de ce rôle global, disons, parce que la Hongrie est un petit pays et puis il pense qu'il est plus grand que le pays, disons. Vous comprenez? Et puis, il, euh, il aime bien avoir ses grands amis comme Xi Jinping en Chine ou Trump ou Poutine, mais c'est pour flatter lui-même. C'est, oui. Si je peux aussi ajouter un petit complément, j'espère que tu me pardonneras, Françoise. Ça me fait penser à la campagne de 2022, donc, qui était à nouveau une campagne où l'opposition était parvenue, après beaucoup d'échecs précédemment, à s'unir contre Orban. Et quand l'année 2022 a commencé, l'opposition était unie, ce qui était exceptionnel, et la guerre en Ukraine est arrivée. Et beaucoup d'observateurs de médias et d'analystes ont pensé, là, Orban et son régime ont grandement montré leurs amitiés avec la Russie de Poutine. Ça va certainement les desservir et ça va clairement compromettre ses chances d'être réélu. Sauf que le système Fidesz est extrêmement bon en message politique. Ils ont en fait retourné la situation en indiquant que le peuple hongrois est menacé par la guerre, sans vraiment entrer dans le narratif que l'Ukraine l'a provoqué, c'était simplement la peur de la guerre. Et ensuite, en diffusant l'argument et le narratif selon lequel Bruxelles allait forcer les filles, enfin surtout les fils hongrois, à aller sur le front ukrainien pour se faire tuer. Et donc, Orban est vraiment parvenu à retourner une situation qui lui était théoriquement défavorable, de façon à en faire un argument de campagne extrêmement fort. Le Fidesz défend la paix, le Fidesz défend l'intégrité de la Hongrie face aux velléités belliqueuses de Bruxelles et ensuite par extension de Kiev. Si je peux ajouter juste quelques phrases, c'était la faute. Et en 2022, le candidat pour Premier ministre, Peter Markizayi, a donné interview à à un média indépendant. Et puis, le journaliste lui a demandé euh, si l'OTAN vous demande, est-ce que vous seriez prêt d'envoyer des soldats hongrois? Et puis, il a dit, oui, bien sûr, si l'OTAN le demande, on le ferait. Et ils ont utilisé cette petite phrase juste et ils ont commencé à créer des grandes affiches que l'opposition est pour la guerre et ils veulent envoyer des soldats hongrois ou des Hongrois dans la guerre. Donc, euh, cette erreur, ils ont utilisé pour les grandes affiches. Et c'est pourquoi ils ont réussi à tourner toute la situation, même si au début de février, en 2022, Orban est allé à Moscou et il est revenu, il a dit, oh, il n'y aura il n'y aura pas de guerre parce que j'ai parlé avec Poutine, il n'y aurait pas de guerre. Et il n'avait pas raison. Donc, c'était vraiment une situation pénible pour lui, mais il a réussi à tourner 180%. Merci beaucoup. Je crois que maintenant, Françoise Dillmann pour une question. Oui, bonjour. Merci beaucoup hein, pour tout cet exposé. Bon, moi, j'avais exactement la même question que nos amis d'Aix, donc je vais un petit peu bifurquer. Vous avez eu hier, avant-hier, la visite de J.D. Vance. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Comment ça a été perçu? Parce que je pense que
Orban a quand même sorti le bazooka pour faire venir Vance, qui a en plus le soutien de Trump en visio, etc., ou en audio. Et j'aimerais savoir exactement, est-ce que vous voyez un petit peu comment vous analysez un peu la question des ingérences en lien, alors qu'elles soient russes ou trumpistes. Voilà. Merci. Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, il y avait une phrase de J.D. Vance quand il a dit que il y avait une question posée à lui et il a répondu concernant si les États-Unis euh, euh, ferait de coopération d'autres leaders aussi, d'autres directions politiques après les élections. Et lui, il a dit, ben évidemment, quoi qu'ils gagnent les élections, ils continueront cette coopération avec cette personne. Mais puis, il a ajouté, mais Victor, tu vas gagner non plus, n'est-ce pas? C'est toi qui vas gagner, n'est-ce pas? Donc, la première partie de la phrase, c'était qu'ils feront la coopération égale ceux qui sortent de vainquants des élections. Et dans la deuxième partie, il a dit, mais Victor, c'est toi qui vas gagner, non? Donc, c'était un peu bizarre et en fait, même, je pense que j'ai lu un article que l'Union européenne demande des États-Unis pourquoi ils veulent se mêler dans les élections hongroises. Poutine a dit aussi, il y a quelques mois ou peut-être l'année dernière, que les Hongrois devraient voter pour Viktor Orban parce que c'est lui qui est le mieux. Mais en plus, on a le service secret russe ici en Hongrie qui sont utilisés pour le support dans les médias sociaux. Donc, il y a toutes sortes d'interférences et c'est pourquoi on dit que euh, il faut avoir au moins 7% de différence pour commencer à avoir des chances, une probabilité de gagner contre Fidesz. Donc, c'est vraiment tout le système est construit d'une manière que Fidesz a un avantage. On pourrait d'ailleurs mentionner, je pense qu'il y a des doctorats qui vont s'écrire ou qui s'écrivent actuellement sur les modifications du système électoral, les redécoupages, de façon à aussi avantager le Fidesz qui est monolithique, ou en tout cas qu'il était jusqu'à présent sur son créneau politique. Je crois que nous avons d'abord une question à nouveau en Île-de-France et ensuite Strasbourg aura levé la main. Rémi. Oui, merci beaucoup Charles et merci beaucoup Esther pour la présentation et cette petite note d'espoir que tu laisses entrevoir dans le sondage que tu nous partages. Moi, je me posais une question, déjà à la vue des différents partis qui pourraient peupler un peu ce Parlement. Il y en avait qu'un qui avait une couleur un peu verte, c'était le parti d'extrême droite. Je me demande s'il y a un peu une connotation écologiste dans ce parti, je suis pas sûr. Et je voulais revenir justement sur ce sujet de l'écologie et comment elle avait été abordée dans la campagne et peut-être saisie par les oppositions pour adresser notamment ce sujet de l'indépendance énergétique de la Hongrie et de sa dépendance notamment en énergie fossile vis-à-vis de la Russie. Voilà, comment au sens large l'écologie a été abordée et puis aussi plus spécifiquement au sujet du pétrole. Euh, Merci beaucoup. Merci pour cette question. J'aurais bien voulu avoir des débats tellement pragmatiques dans ces campagnes électorales, mais il n'y en avait pas, hein. Je pense que c'était Anne Applebaum qui a écrit que c'est la première campagne qui a basé sur les lies, euh, hmm, Des mensonges, des sur les mensonges. contre-vérités. Donc, notre problème, c'est que euh, il n'y avait même pas de débat entre Peter Magyar et Viktor Orban. Peter Magyar a dit à plusieurs reprises qu'il voudrait bien faire un débat avec lui, mais pas de réponse. Donc, malheureusement, dans ce campagne, il n'y a pas de débat pragmatique.
il y a, toutes les questions sont tellement politisées. Par exemple, l'énergie. Je suis tout à fait d'accord avec toi que l'énergie verte serait absolument nécessaire et la diversification, etc. Mais quand il n'y a pas de la possibilité pour faire un débat avec des experts, avec des personnes en charge, et il n'y a, ça ne peut pas se produire. Et justement, c'est le problème que avec l'Union européenne aussi, le rôle de la Hongrie au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a des discours d'Orban, point. C'est tout. Et donc, on ne peut pas vraiment avoir une influence là-dessus du tout. Si je Et peux, oui, pardon. pardon, le parti vert, c'est extrême droite. Ils n'ont rien à voir avec les valeurs écologiques. Si je peux apporter deux petits compléments par rapport à ce que tu as mentionné, Esther. On a davantage parlé des enjeux d'écologie dans le cadre de la municipalité de Budapest, hein, puisque après voilà, une longue période de règne du Fidesz, donc c'est une figure de la gauche écologiste, donc Gergely Karácsony, qui a gagné les élections municipales, il me semble, en 2018 ou en 2019, et qui a quand même entrepris un plan assez important notamment dédié au développement des mobilités douces, avec des reconversions de ponts et autres. Et ça a suscité beaucoup de controverses, notamment sur les liens administratifs et financiers entre la capitale et le gouvernement, mais c'était plutôt effectivement circonscrit à la ville de Budapest. Et un autre élément dont en fait on a beaucoup parlé dans la presse française, qui alors est lié à l'environnement de façon un peu indirecte. Ce sont des investissements chinois qui ont lieu dans le cadre du développement de la production de batteries en Europe. Et il y a notamment, alors là je parle vraiment sous contrôle Esther, mais notamment dans la région de Debrecen, qui est l'une des plus grandes municipalités de Hongrie. Donc c'est vraiment à l'est du pays. C'est d'ailleurs un des bastions du Fidesz, des projets qui ont été en partie concrétisés d'implantation de gigantesques usines de construction de batteries électriques, notamment pour les véhicules à moteur, et qui a permis une mobilisation assez exceptionnelle d'une société civile, donc qui n'était pas nécessairement organisée au niveau national, mais plus en comité et en association locale, et qui a pu ébranler certaines des convictions, en tout cas une certaine assise que le Fidesz pouvait avoir là-bas. Alors le sujet était plus l'impact que ces usines de batterie pouvaient avoir sur le développement local, sur l'environnement local, et aussi bien sûr le fait que des dizaines de milliers de travailleurs étrangers ont été invités, c'est le mot officiel, en Hongrie, donc notamment asiatiques, alors que le gouvernement mène une politique théoriquement très très hostile à l'immigration. Et le hasard de santé, en fait, le problème, il y avait des scandales par rapport à ces batteries, ces entreprises de production de batteries. C'est que les standards de santé, ils n'ont pas été respectés. Et il y avait des, une pollution énorme de l'environnement et des problèmes de santé des travailleurs. Donc malheureusement, ce n'est pas vraiment le vrai sujet de renouvelable, de l'énergie renouvelable à ce point-là. Alors nous avons encore deux questions. Une première qui nous vient de Strasbourg. Strasbourg, la parole est à vous. Bonjour. Euh, une remarque, hein, le constat qui a été dressé ce soir est quand même assez alarmant. Je n'entends pas trop bien. Pardon. Larry, OK. s'approcher au micro. Oui, bonjour. Le constat qui a été dressé ce soir est assez alarmant tout de même. Moi, ma question était de savoir si l'Union, au travers de ses organisations, de ses institutions, avait quand même cherché au long de cette campagne à rappeler un peu la Hongrie, son gouvernement, son président,
au principe en fait de l'état de droit, hein, qu'elle est censée quand même défendre et garantir. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est au regard de ce qui va se passer aux prochaines élections, sur les modalités d'organisation et de tenue des votes, et sur le résultat éventuel, est-ce que une réaction de l'Europe et de ses institutions est en préparation et pourrait avoir des conséquences aussi sur l'avenir de la Hongrie. Voilà. Si j'ai bien compris la question, Euh, en fait, l'Union européenne a même arrêté toutes les procédures pendant la campagne électorale contre la Hongrie parce qu'ils voulaient, ils avaient peur que ça pouvait être utilisé dans la campagne. Mais je pense que ce n'était pas la meilleure décision parce que l'Union européenne a été utilisée dans la campagne électorale de toute manière. Donc, égal, c'est la même chose ce qu'ils font. Ça ne valait pas la peine, à mon avis. Euh, et d'autre part, je pense que euh, euh, que la Hongrie est membre de l'Union européenne, ça nous garantit un petit peu qu'il faut y avoir des élections, parce qu'il y a quelques personnes qui ont peur que Orbán va dire que ben, il y a un danger extrême, on peut pas tenir les élections, etc. Mais je pense que ce serait trop extrême. Donc, je pense que ça nous donne quand même une sorte de garantie que Corban devra respecter les résultats. Mais on ne sait jamais. Alors, s'il n'y a pas de question de participantes pour maintenir la parité, on espère que une question arrivera pour la rétablir. Et donc, je vais donner la parole à Jean-Marie, qui a une question. Bien, merci. Vous avez enfin, je pense à la diaspora hongroise qui est quand même très nombreuse et vous en avez déjà décrit la partie qui se trouve en Roumanie, qui est quand même la plus grande partie. Je pense avoir les chiffres tout simplement de répartition, beaucoup aux États-Unis ou en Slovénie, etc. J'imagine en tout cas que cette diaspora est plutôt favorable à Orban. Est-ce que cette impression est juste? Oui, absolument. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a une autre. On ne peut pas appeler diaspora, mais il y a des Hongrois qui travaillent dans l'Union européenne, dans d'autres pays ou qui ont encore une adresse en Hongrie. Et c'est impossible de réserver des billets d'avion pour ce week-end parce que il y a beaucoup de monde qui retourne en Hongrie pour voter. Il y a Oh, vraiment bravo. une, une, euh, une masse de gens qui revient parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système. Et aussi, il y a des dizaines de mille gens qui votent, qui veulent voter à Londres, à Berlin, dans d'autres pays, dans d'autres capitales européennes. Et on a vu aussi il y a 4 ans à 11 heures du soir, il y avait encore des queues énormes devant les endroits où ils pouvaient voter. Et c'est aussi une différence un peu bizarre. Le diaspora hongrois peut voter par mail. Les gens qui travaillent à l'étranger, en Europe, ou qui ont encore une adresse en Hongrie, ils doivent y aller personnellement à l'ambassade ou au consulat. Et donc, c'est pour euh, décourager ou limiter la possibilité des gens qui seraient peut-être critiques d'Orban de donner des votes parce que voter par mail, c'est beaucoup plus simple d'aller dans une autre ville pour voter et attendre dans la queue, faire la queue pendant des heures. Donc, c'est même pas, probablement même pas constitutionnel de différencier les votes comme ça.
Et d'ailleurs, j'en profite pour une petite incise. Si vous vous promenez dans les environs de la gare de Strasbourg et que vous êtes bon observateur, vous pourrez voir des autocollants du parti Tissa avec le slogan Reviens à la maison et vote. Bien sûr, slogan écrit en hongrois pour les Hongrois qui habitent à Strasbourg. Je pense qu'il doit y en avoir dans bien des villes de France et d'Europe. Euh, on a une dernière question qui nous vient de Strasbourg, justement. N'aie pas peur, c'est moi. Salut. Si. Bonjour Esther, plaisir de te revoir. J'ai beaucoup aimé ta présentation. Je suis toujours un peu sous les chocs, mais j'ai beaucoup aimé les saphirs parce que c'est des images qu'on ne voit pas forcément. Je connaissais un peu parce que j'avais vu sur tes réseaux sociaux, mais voilà. Moi, ma question, c'était par rapport à la manif que tu as tout à l'heure évoquée, qui a eu lieu l'année dernière à Budapest. Tous ces jeunes, cette masse des gens qui demandaient des droits LGTB, quel a été l'impact et quelle est la situation des jeunes en Hongrie? Je sais que par exemple, lorsque on a eu la crise en Espagne en 2008-2010, il y a eu une grosse diaspora des jeunes qui ont quitté les pays. Quelle est la situation? Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils s'engagent? Ou ils sont vraiment marre? Quelle est la situation ou l'avenir pour les jeunes? Ah non. Hmm. Si. Donc Tu sur as bien l'impact raison. de l'impact de la Pride de Budapest et la situation des Hmm. jeunes. Je pense que le Pride de Budapest a été une manifestation absolument énorme et très ça nous donnait ça nous a donné de courage et de renforcement parce que cet événement a été prohibé par Orban. En fait, Orban a dit que tous ceux qui vont participer au Pride vont être pénalisés. Et puis, ils ont de facial recognition. Comment ça se dit en français? Je sais pas. La reconnaissance faciale. La reconnaissance, il y avait une voiture avec cette machine de reconnaissance faciale de la Chine qui n'ont pas réussi à mettre en marche parce qu'il y avait autant de monde. Et puis, c'était finalement le maire de Budapest, Gergely Karácsony, qui a décidé de faire ce Pride un événement de Budapest. Et comme ça, il pouvait éviter cette interdiction. Mais de toute manière, je pense que ça a donné vraiment le sentiment de communauté le renforcement connaît beaucoup qui ont marre de ce système. Et il y avait même une affiche, j'ai vu quelqu'un qui a écrit sur un tableau que euh, euh, grâce à Orban, je devais venir à ce Pride et comment dire, donc ce n'était pas seulement un Pride, c'était une manifestation contre Orban et contre ses pratiques d'interdire, de pression, de toutes ces choses. Et il faut dire que beaucoup de jeunes ont quitté la Hongrie depuis 2010. Avant 2010, euh, d'autres pays de l'Europe, de l'ancien communisme, d'autres pays avaient beaucoup plus d'émigrants, donc beaucoup plus de jeunes ont quitté les autres pays. De la Hongrie jusqu'à 2010, il n'y avait pas un exodus. Mais après l'installation du régime Orban, quand ils n'ont vu plus de perspective, ils ont commencé à s'en aller. Et il y a environ 1 million de gens hongrois hors de la frontière. Et aussi, parmi les jeunes, euh, Fidesz a la moindre popularité. Donc, les jeunes détestent ce système. Et j'ai peur, et on a beaucoup peur, et on essaye de dire toujours que si Orban, au cas où Orban gagnait encore une fois, je pense ça va être encore
un grand exodus. Beaucoup de monde dit que ah, je m'en vais s'il reste. Et ce n'est pas aussi Akosh Rathazi, un membre du Parlement indépendant, il dit que qu'il ne faut pas quitter le pays parce que comme ça, on ne peut pas résister. La résistance peut venir des gens qui restent parce que si on s'envoie, on ne peut plus rien faire. Et donc, mais je comprends au niveau personnel que c'est une sorte de solution. Si on ne peut pas changer le système, il faut s'en aller. Mais de toute manière, à mon avis, c'est pas nous qui doit s'en aller. Donc, mais ce système n'est pas favorable aux jeunes parce que aussi la réduction des places à l'université, c'est moins cher d'aller étudier à l'étranger en Europe qu'en Hongrie. Et il y a aussi la mobilité de la société est très, très réduite. C'est beaucoup plus difficile d'aller à l'université d'une famille pauvre de la campagne qu'auparavant. Donc, il y a une sorte, bon, la mobilité sociale est vraiment très, très, très réduite. Et il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas traités par le gouvernement, comme le drogue, comme les problèmes d'éducation, comme il y a plein de choses. Et le gouvernement n'essaye même pas résoudre ces problèmes. Façon un peu espiègle, j'ai levé la main pour poser une dernière question, puisqu'on s'approche tout doucement de la conclusion de ce jour fixe. Mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi en train de dialoguer entre deux sections d'une même organisation, qui est l'Union des fédéralistes européens. Alors, le rôle de la société civile a été mentionné à plusieurs reprises, et puisque on vient de parler de jeunesse, est-ce que, Esther, tu pourrais un petit peu nous expliquer quelles sont les activités, les projets à venir, peut-être même la stratégie de la branche hongroise de l'UEF? Parce que quand on préparait ce jour fixe, on parlait un petit peu du mot fédéraliste, alors qui existe en hongrois, même si c'est pas un mot en tant que tel, c'est la reprise du mot international qui donne föderalista. Mais par exemple, les contacts que moi j'avais en Hongrie, et tu l'as confirmé, n'avaient pas une connaissance ou une conscience très, très aiguë de ce mot. Donc, est-ce que tu pourrais justement un petit peu nous parler de qu'est-ce que le fédéralisme en Hongrie, comment il est compris et comment est-ce que l'UEF Hongrie peut y développer ses activités et mieux faire connaître les valeurs et la vision que nous défendons? Mhm. Oui, justement, tu as bien raison. Le fédéralisme est un peu une notion péjorative parce que Orban se dit souverainiste et donc le fédéraliste, c'est le contraire. Donc, les fédéralistes sont les ennemis d'Orban automatiquement. Et c'est aussi difficile d'expliquer aux gens ce que ça veut dire parce que la souveraineté est tellement soulignée par Orban, même s'il y a des interférences, on vient de parler de Poutine, de Trump, etc. Mais la souveraineté est un peu à la carte pour Orban. Donc, la souveraineté contre l'Europe est importante de garder, mais contre Poutine, contre Trump, contre je ne sais pas qui, ce n'est pas tellement important. Donc, c'est vraiment un devoir assez difficile d'expliquer ça, mais nous, on a réalisé que d'abord, il faut parler de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les avantages? Quelles sont les choses qu'on gagne avec l'Union européenne? Et il y a aussi un discours euh, que c'est l'argent qu'on reçoit de l'Union européenne. Et moi, je suis vraiment contre ça parce que je pense que c'est une communauté de valeurs. Et ça, je voudrais aussi souligner, je veux souligner à toutes les occasions. Et aussi, il y avait quelqu'un qui me disait, Orban a dit une fois que quand on serait net contributeur, il faut quitter l'Union européenne, qui est une bêtise énorme. Et il y avait une autre personne,
qui me disait qu'il faut qu'on soit contributeur de l'Union européenne parce que comme ça, notre niveau de vie serait au-dessus du moyen. Donc, je n'aime pas quand on diminue le sujet de l'Union européenne au support financier parce que c'est vraiment pas l'essentiel. Et c'est très difficile de parler. Bon, en Hongrie, il n'y a pas de discours pragmatique des problèmes, des défis globaux et ce que l'Union européenne devrait faire, etc. Donc, je pense que pour nous, c'est aussi une tâche à faire de faire une sorte de discours pragmatique sur les défis à résoudre parce que un seul pays seul ne peut pas faire face aux problèmes actuels globaux. Donc, ça, il faut comprendre. Et aussi, la Hongrie est un petit pays. Donc, pour nous, être dans une alliance, c'est existentiel. Donc, c'est très important. Et ce qu'on veut faire aussi, bon, on a lancé une pétition début de cette année pour la coopération européenne avec l'Europe, de la coopération européenne. On a eu 11 000 signataires parce que Orban est toujours confrontatif avec l'Europe et nous, on veut accentuer, on veut souligner que nous, il nous faudrait coopérer parce que c'est juste par cette coopération qu'on peut résoudre des problèmes. Et puis aussi, cette réunion, ce qu'on fait maintenant, c'est aussi une chose très importante de vous montrer qu'il y a des Hongrois qui sont vraiment pro-européens. Donc, je pense que c'est aussi très important de vous donner nos expériences de Budapest et d'avoir ces contacts avec vous parce que c'est très important dans ces temps-là. Très bien, merci. Bah, en tout cas, quelle que soit l'issue du scrutin de ce dimanche, c'est un mot de conclusion qui apporte quand même un petit peu d'espoir. En tout état de cause, vous pouvez suivre les activités et l'actualité de l'UF Hongrie, comme de l'UF France d'ailleurs, sur les réseaux, si ça n'est pas encore le cas. Et vous pouvez bien sûr adhérer à notre association pour les quelques personnes qui seraient avec nous ce soir et qui ne l'auraient pas encore fait. À ce sujet, je précise que nos deux sections travaillent actuellement sur un projet commun de formation de formateurs sur le fédéralisme, la démocratie et l'état de droit. Alors, avant de nous quitter, je voudrais quand même rappeler quelques informations utiles sur la suite du printemps. Donc, premièrement, nous vous rappelons la tenue de notre université de printemps de l'UF France qui aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 avril à Lyon. Les inscriptions pour le programme du week-end sont closes, mais il est encore temps de s'inscrire à la conférence d'ouverture qui est intitulée Face à l'agression russe, les États-Unis d'Europe, point d'interrogation, la guerre en Ukraine peut-elle pousser l'Union européenne à devenir un État fédéral? Donc ça aura lieu le vendredi 17 à 18h30, il me semble, à l'Hôtel de Ville de Lyon, avec les historiens Sylvain Kahn et Antoine Arjakovski. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site. Une autre information très importante, nous organisons cet été à Saverne, où je me trouve actuellement, la deuxième édition de l'Académie Louise Weiss, école d'été de la paix et du fédéralisme, à laquelle d'ailleurs Esther était présente l'année dernière. C'est une académie qui est ouverte à toutes les générations, tous les profils, tous les horizons, toutes les compétences. La date limite des inscriptions, c'est ce dimanche avril à 18h. Donc, votre recommandation pour ce week-end, c'est de vous inscrire à 17h, pas après, à l'Académie Louise Weiss. Ensuite, de prendre une bouteille de vin hongrois et de palinka et de suivre tranquillement le résultat des élections en espérant que ce sera plutôt pour fêter quelque chose que pour noyer notre chagrin. Je pense avoir dit l'essentiel. Et une autre chose, la prochaine édition du jour fixe aura lieu le mercredi 13 mai de 19h à 20h30. Donc notez bien la date dans vos agendas. Ça arrive un lendemain de pont, donc c'est une très bonne façon de remettre le pied à l'étrier. Ce sera en compagnie de Marc Lazare, qui travaille notamment sur la mélonisation de l'Europe, donc spécialiste d'un pays tout aussi passionnant du point de vue des problématiques qu'on a abordées ce soir. Et ça va nous permettre de continuer à parler de l'illibéralisme en Europe. Voilà, d'ici là, avant de vous souhaiter une très bonne soirée, une toute petite question, Esther. Comment en hongrois est-ce qu'on dit merci beaucoup? Köszönöm szépen. Voilà, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Est-ce que quelqu'un serait prêt à tenter de le dire à son tour?
On essaye tous en même temps, non? köszönöm szépen. Oui, Köszönöm szépen. Vous le super, disiez? super bien. Köszönöm szépen. Köszönöm Et- szépen. Oui, absolument super. Et je vous ai envoyé la page Facebook que j'ai où vous pouvez peut-être suivre les résultats. Je vais sûrement poster dimanche soir. À Hmm? quelle heure, hein, les résultats? Ben, c'est jusqu'à 7 heures. Donc de 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. Et donc, ça commence après la calculation des résultats. Donc, et puis, je pense que, ben, on ne sait pas encore, mais le résultat officiel, c'est dans 2 semaines après. Mais le lendemain ou là, pendant la nuit, on va avoir des résultats déjà. Donc, si vous suivez mon Facebook, je vais sûrement poster sur les résultats. Donc, si vous voulez suivre. Et Voilà. merci beaucoup pour votre intérêt. Donc prévoyez un petit peu de Merci. café entre 2 bouteilles de Tokai. Oui. Très bien. Très très bonne soirée et très bon mois Merci d'avril et au beaucoup. plaisir de vous Merci. retrouver à Bonne Lyon le week-end soirée. prochain. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao. Ciao, ciao. Salut.